Alors tout d'abord, je dois remercier évidemment l'association Média Droit et tout spécialement mademoiselle Mosbrucker pour me revenir une nouvelle fois, puisque vous m'avez fait l'honneur la dernière fois de présider la journée sur Star Wars. Et aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je reviens pour les super-héros, puisque je suis moi-même un geek de comics. Je le confesse, et vous allez assez vite vous en rendre compte, puisque j'ai préparé mon intervention dans ma bibliothèque, je dirais qui en fait est ma première bibliothèque, puisque j'ai beaucoup plus de comics que de bouquins de droit. Mais bon. Et surtout, j'ai enfin pu, je veux dire, pour la première fois de ma vie, prendre un comics dans ma bibliothèque et dire à ma femme, je travaille. Mais bon, voilà. Donc je vous remercie. Who watches the Watchmen? C'est la question posée par Alan Moore en 1986 dans sa célèbre uchronie Watchmen, qui s'intéresse pour la première fois à l'apparition du super-héros, le premier super-héros, et de ses conséquences sur la géopolitique mondiale en 1959. C'est l'apparition du docteur Manhattan. Cette question, en réalité, n'est pas du tout inédite. C'est une adaptation moderne d'une satire du poète romain Juvénal au 1er siècle après Jésus-Christ, qui s'intéresse au statut des gardiens chargés à Rome de veiller sur les maisons des citoyens en leur absence. Sed quis custodiet ipsos custodes, mais qui gardera ses gardiens? En réalité, cette question, elle interroge sur la légitimité et sur la légalité de l'autojustice, qu'on appelle également le vigilantisme. Alors la particularité de ce vigilantisme, elle est évidemment aux États-Unis, parce que c'est là qu'elle apparaît historiquement, j'allais dire de manière exacerbée au XIXe siècle, avec les lynchages, les tribunaux parallèles et certaines milices. On l'envisage, c'est pas un hasard qu'elle soit envisagée dans la littérature américaine et la bande dessinée, même si petite pique à mon collègue, je pense qu'il y a d'autres super-héros français que Super Dupont, si je pense seulement à la Brigade Chimérique ou encore à HeroCorp, que vous avez peut-être vu, même si ils ne sont pas beaucoup plus glorieux que Super Dupont. Alors, ce vigilantisme, c'est une réponse citoyenne à l'échec de l'État à protéger l'ordre social. On l'a dit tout à l'heure, mais même si ça avait été pensé par Umberto Eco, mais n'importe qui aimerait devenir un super-héros et rendre la justice. La question, c'est la réaction de l'État. Peut-on sérieusement envisager que l'État laisse des individus costumés, dotés de super-pouvoirs, rendre la justice sans aucune autorisation et surtout sans l'aval de l'État? Alors la réponse, elle est évidemment non. Pourquoi? Parce qu'il faudrait réguler de tels individus. Je pensais immédiatement à une phrase, vous allez très vite la reconnaître. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. La phrase est de Montesquieu. Alors naturellement, il évoquait la question de la séparation des pouvoirs et pas de la régulation de l'activité des super-héros, mais tout de même. Alors, les super-héros, on l'a déjà évoqué au fil de l'après-midi, constituent un danger potentiel. C'est indéniable. Et d'ailleurs, la littérature américaine nous le révèle. Je pense à deux exemples. John Horus dans Black Summer et l'équipe de Authority, que ce soit Warren Ellis ou Mark Millar, en finissent toutes deux par assassiner le président américain parce qu'ils condamnent son action et surtout sa politique internationale. Alors oui, les super-héros sont extrêmement dangereux. Ils sont censés évidemment défendre l'ordre social et surtout protéger les individus, mais ils sont quand même très dangereux. La même réflexion pourrait être envisagée vis-à-vis de Judge Dredd, qui n'hésite pas à arrêter des individus, à rendre des sanctions et surtout à assassiner les contrevenants, sans aucune forme de contrôle. La première, et à mon avis la plus magistrale œuvre sur la question de la régulation de l'activité de super-héros, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est Civil War. Civil War, Mark Millar encore une fois, s'interroge sur les conséquences que pourrait avoir un accident dans le cadre d'une opération super-héroïque. Ici, on a une équipe de jeunes idiots qui décident de filmer, dans le cadre d'une émission de télé-réalité, leurs aventures, et évidemment, ils s'attaquent à beaucoup trop fort pour eux, et il y a beaucoup de morts. 600 morts, une soixantaine d'enfants, c'est le drame. Réaction de l'État américain, on adopte le Registration Act, qui
oblige les super-héros à dévoiler leur identité et qui les oblige à travailler pour l'État. Alors évidemment, c'est là que arrive le schisme entre les super-héros, puisque Iron Man y est très favorable, Tony Stark, alors que Captain America ne l'est pas du tout. L'arc narratif est un tout petit peu différent dans le film Captain America 3 que moi j'ai vu. Je suis allé le voir évidemment pour préparer l'intervention, mais uniquement. Finalement, l'idée n'est pas très différente, sauf que il y a une petite subtilité, c'est que le dommage intervient non pas sur le territoire américain, mais en territoire étranger, puisque c'est à Lagos. Et c'est une autre super-héros, c'est la sorcière rouge qui tue des diplomates étrangers, des Wakandais. Et la réaction n'est pas celle des États-Unis, mais de l'ONU, à travers une convention internationale, les accords de Sokovie, mais qui pose exactement le même principe, celui de l'enregistrement des super-héros et de leur obligation de travailler pour l'ONU, et non pas pour le gouvernement américain. L'idée est évidemment, comment je dirais, naturelle pour un juriste. À mon sens, tout juriste qui se respecte devrait soutenir Iron Man, et non pas Captain America. Peu importe que le second est une étoile, le premier défend l'ordre. Et en tant que publiciste, je me dois naturellement de soutenir une démarche qui consiste à réguler un danger pour l'ordre public. Alors la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour encadrer l'activité de super-héros? À mon avis, il n'y a pas 36 solutions. La première étape, Iron Man a évidemment la bonne attitude, il s'agit de recenser les super-héros. C'est indiscutable. Cette opération de recensement, on va étudier comment on pourrait le faire en droit français, elle devrait être suivie par un choix de l'État qui est celui du monopole de l'activité de super-héros, ou pas d'ailleurs, ou alors de sa régulation. Et à ce moment-là, on pourrait créer une profession réglementée de super-héros. Ce n'est absolument pas impossible. Première étape, le recensement du super-héros. Ce recensement du super-héros, eh bien, c'est très simple, on pourrait le faire par décret. On pourrait le faire par décret, pourquoi? Parce que le texte existe déjà. C'est la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, qui impose aux individus de répondre au recensement déclaré obligatoire par le gouvernement. Alors c'est très simple, il suffirait au Premier ministre d'adopter un décret après avis du Conseil national de l'information statistique, et qui imposerait aux individus d'être recensés. Je précise à cet égard que, à mon sens, ce décret ne se heurterait pas au droit à la vie privée, garanti par l'article 8 de la CEDH, puisque le Conseil d'État, dans un arrêt Hofer de 2008, a déjà considéré que le recensement et la création d'une base de données ne portent pas atteinte à cet article 8 CEDH. Il n'est donc pas du tout impossible de créer un fichier S de super-héros, et pas besoin de note blanche pour ça du ministère de l'Intérieur, il suffit d'adopter un décret. Alors intéressons-nous évidemment au motif, puisque pour adopter un tel décret, il faudrait le motiver. Qu'est-ce qui motiverait l'adoption d'un tel décret? Bon, d'abord, l'atteinte potentielle à l'ordre public et l'obligation de rendre des comptes. Je vais renvoyer à l'intervention brillante qui vous a été faite tout à l'heure, mais l'obligation de rendre des comptes aux super-héros, c'est le cœur même du film de Zack Snyder entre Batman et Superman. C'est les conséquences de l'attaque de Metropolis et l'absence totale de réponse de Superman aux dommages colossaux qu'il a causés. Le deuxième motif qu'on pourrait invoquer pour recenser les super-héros, on l'a aussi évoqué, c'est la prévention d'une infraction pénale, car la plupart des super-héros sont des héros costumés qui masquent leur visage. Il y a donc dissimulation du visage dans l'espace public, ce qui est qu'une contravention de 5e classe. Reste là des très délicates questions, on l'a évoqué, mais je vais pouvoir y revenir, la définition du super-pouvoir à recenser. Eh bien, cette question, elle a été évoquée tout à l'heure par le public, elle est envisagée par Mark Millar dans Civil War. Elle n'est pas envisagée dans le film, mais dans l'œuvre, dans la bande dessinée, elle est envisagée. Dans Civil War, la loi s'applique à tous les individus disposant d'aptitudes surnaturelles, acquises naturellement, au moyen de la science ou de la magie, ainsi que les humains n'ayant pas de pouvoir, mais utilisant une technologie particulière. La définition est extrêmement large, de manière volontaire, pour pouvoir recenser la totalité des super-héros. Elle peut englober des extraterrestres, Superman, des dieux, Thor. Elle peut englober les X-Men, qui naissent mutants, mais dont leur pouvoir ne se révèle qu'à l'adolescence. Elle peut également
s'appliquer à des individus dont les pouvoirs résultent d'accidents, comme Spider-Man, mais aussi d'expériences volontaires. C'est le cas de Captain America ou encore de Luke Cage. Elle pourrait s'appliquer, enfin, à des magiciens, comme le Docteur Strange, ou encore à des individus qui n'ont pas de pouvoir. On a évoqué Iron Man ou encore Batman. Le recensement pourrait choquer parce que ça nous renvoie évidemment à des heures sombres de notre histoire, et on l'a évoqué aussi tout à l'heure, à un célèbre arc narratif. Je pense à Chris Claremont et à son X-Men Days of Future Past, qui pose le principe même du recensement des super-héros comme un préalable à leur cantonnement dans des camps, les pauvres X-Men qui ont dû donc rester dans ces camps. Mais bon, la question est aussi d'actualité, parce que quand on y réfléchit, on entend beaucoup de politiques nous parler de camps de désendoctrinement ou de déradicalisation des terroristes. On n'en est pas encore là. Alors, que faire après ce recensement? Eh bien, se pose la question de l'obligation ou pas du super-héros de travailler pour l'État. La question, elle est évoquée par Alan Moore dans Watchmen, à la suite d'une grève. Grève de qui? Des services de police. Grève sans précédent qui donne lieu à l'adoption du Keane Act le 3 août 1977. Ce texte interdit totalement l'activité des super-héros, sauf si les individus travaillent pour l'État. Certains super-héros raccrochent le masque, d'autres agissent dans la clandestinité, et les derniers qui respectent la loi, évidemment, travaillent pour l'État. Dans la bande dessinée américaine, cette situation n'est absolument pas inédite. On l'a aussi évoqué tout à l'heure. On a dans énormément de comics des individus, des super-héros qui travaillent pour l'État. Les Avengers ont déjà travaillé sous mandat de l'ONU. C'est le cas de l'équipe Stormwatch également. Durant la Seconde Guerre mondiale, on a des super-héros qui agissent en tant que force militaire. Je pense aux Invaders, qui sont notamment composés de Captain America, Human Torque ou encore Namor. C'est le cas également des Ultimates, qui agissent pour le gouvernement américain en tant que militaire. On retrouve également des super-héros agents secrets. C'est le cas de Nick Fury. Je vous renvoie à un célèbre crossover qui s'appelle Secret War, dans lequel Nick Fury va emmener toute une équipe de super-héros en mission d'espionnage en Latvérie. Et on a aussi des super-héros qui sont des policiers. Ça arrive très souvent, je pense au Savage Dragon, je pense à l'équipe du Top Ten, toujours d'Alan Moore, ou encore à Matthew Bright dans la série Rising Stars. Dernier cas que je peux envisager, bon, on a beaucoup parlé de lui, mais Batman est un collaborateur occasionnel du service public. On a vu l'image, quand ça... Eh bien, dès que le commissaire Gordon allume le bat-signal, à ce moment-là, il est appelé par les services de police pour renforcer leur action. Il est bien collaborateur occasionnel du service public. Alors, contraindre les super-héros à travailler pour l'État, cela n'a absolument rien d'inédit en droit français, c'est parfaitement envisageable. Ça en ferait tout simplement des conscrits. Et oui, mais ces conscrits, eh bien, le droit français les a déjà connus. De la loi du 21 mars 1905 à celle du 28 octobre 1997, c'était le service militaire. Je me rappelle d'ailleurs que la loi de 97 a échappé à la censure du Conseil constitutionnel de justesse. Posons-nous la question, et si une loi rendait obligatoire le travail des super-héros pour l'État? Qu'en dirait le Conseil constitutionnel? Eh bien, elle devrait procéder à une conciliation entre la nécessité de garantir l'ordre public et les atteintes potentielles à la liberté d'entreprendre. Pourquoi pas? Il y a fort à parier que cette conciliation, évidemment, se ferait en faveur de l'État. Qu'en dirait la CJUE désormais? Eh bien, la CJUE n'aurait pas de difficulté vis-à-vis de ce texte. À mon avis, il ne serait pas inconventionnel. Pourquoi? Parce qu'elle l'a déjà dit en 2003 dans l'arrêt Dory. Dans cet arrêt, elle s'intéressait à la légalité du service militaire obligatoire. Elle a estimé que l'État pouvait parfaitement imposer une telle obligation, je cite, de servir les intérêts de la sécurité du territoire. Pourquoi pas obliger les super-héros à travailler pour l'État? Il n'y a évidemment pas d'occurrence à ma connaissance dans la jurisprudence de Strasbourg, mais il y a fort à parier que la Cour européenne des droits de l'homme considérait une forte marge d'appréciation en la matière des États pour obliger et contraindre les individus dotés de super-pouvoirs à travailler pour leur État. Alors, deux façons de voir entre Watchmen et Civil War. Soit on impose à tous les individus de travailler pour l'État quel qu'il soit, soit on leur interdit d'agir ou alors à travailler pour l'État. Vision extrémiste, vision un petit peu plus libérale, mais on pourrait encore choisir une troisième voie, beaucoup plus libérale, celle de la réglementation, l'encadrement juridique
de l'activité de super-héros en créant une profession réglementée. Ça n'est absolument pas impossible. La question, on se la pose naturellement dès qu'on est publiciste, c'est ne s'agit-il pas d'un abandon par l'État de sa souveraineté au profit d'individus qui accepteraient d'exercer des pouvoirs de police? L'externalisation des pouvoirs de police, elle se multiplie déjà à l'heure actuelle, c'est absolument pas une nouveauté. Et c'est Jacques Chevalier qui a très bien résumé ça dans un colloque à Nancy en 2013. La multiplication des occurrences d'externalisation de la police administrative ou judiciaire ne procède pas à un abandon de souveraineté, puisque, en tout état de cause, l'État continue d'encadrer l'exercice de cette police par des personnes privées. Donc ça n'est absolument pas un abandon de souveraineté dès lors que l'État continue de réguler l'activité de police exécutée par des personnes privées. Alors, on a quand même des obstacles juridiques. Pourquoi? Parce que j'imagine que tous les anciens étudiants de deuxième année en droit administratif se souviennent du célèbre arrêt du Conseil d'État de 1902, Ville de Castelnaudary, qui interdit la délégation de l'activité de police administrative. Il s'agissait en l'occurrence de surveiller des parcelles rurales. Le Conseil d'État, un petit peu plus récemment, dans un arrêt 97 commune d'Austricourt, a également interdit la vidéosurveillance, pardon, pas la vidéosurveillance, la surveillance par une société privée du domaine public et des voies publiques. Pourquoi? Au nom de cette interdiction de déléguer la police administrative. Le Conseil constitutionnel a même enfoncé le clou dans son contrôle de la loi LOPSI, puisqu'il a considéré que l'article 12 de la déclaration 1789 sur la nécessité d'une force publique interdit, je cite, la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits, et il s'agissait ici d'autoriser la vidéosurveillance de la voie publique par une société privée. Donc même le Conseil constitutionnel s'y met, mais dans la même décision, il interdit également la délégation de la police judiciaire. Pourquoi? Interdiction absolue de déléguer des pouvoirs d'enquête criminelle et délictuelle. La délégation de police est impossible. Alors qu'on pense plus généralement, je dirais, à la notion de sécurité intérieure qui englobe, je fais la référence à cette notion qui est employée par Marc-Antoine Granger, qui englobe à la fois la police administrative ou la police judiciaire, ça n'est pas possible en l'état. À mon sens, il n'y a pas d'incidence en la matière du caractère bénévole de l'activité, parce qu'on a évoqué aussi la question, les super-héros, la plupart du temps, ne facturent pas leurs services, alors est-ce qu'on pourrait quand même leur déléguer l'activité? Ça n'est pas, à mon avis, à prendre en compte. Je m'interroge ici, et à mon sens, le Conseil d'État confirmera très certainement l'ordonnance de référé qui a été rendue au mois de janvier par le tribunal administratif de Montpellier, qui a interdit, vous en avez sans doute entendu parler, la garde biterroise, qui est composée d'individus, de citoyens qui sont volontaires et bénévoles. Le tribunal administratif, dans sa grande sagesse, a dû faire droit au déféré préfectoral, et il a fait droit sur le moyen de l'incompétence. Un conseil municipal peut-il créer une telle activité? Il a répondu que non. Je pense que le Conseil d'État validera très certainement cette décision, mais nous verrons dans quelques mois quand le juge de cassation statuera. Alors, il y a plusieurs arguments qui, à mon sens, militent pour mettre fin à cette interdiction, l'interdiction de déléguer le pouvoir de police et pour assurer la sécurité intérieure. D'abord, c'est la multiplication des atteintes aux biens et aux personnes. Là, ce sont les statistiques qui nous le disent, ce n'est pas moi, quoi qu'en dise parfois le ministère de l'Intérieur. Ensuite, d'un point de vue sociologique, c'est l'évolution du besoin de sécurité en général de la population. Dernier élément, et là, malheureusement, il est beaucoup plus objectif, c'est la faiblesse des moyens de l'État pour assurer la sécurité. Et là, on le voit avec la multiplication de la sécurité privée. Je repense encore au débat actuel que le ministère de l'Intérieur peut avoir avec certaines villes sur l'organisation de l'Euro de football. Pensez bien que le contexte actuel de la menace terroriste renforce le coût, de manière considérable, de l'organisation d'un tel événement. La question, c'est au final qui paye. Pourquoi aller se priver d'une main-d'œuvre gratuite et qui, en plus, viendrait conforter l'effectivité de la sécurité intérieure? Alors, pour ce faire,
il faudrait évidemment une évolution législative, mais aussi, puisque le Conseil constitutionnel a statué en sens contraire, il faudrait convoquer le législateur dans sa forme la plus solennelle et procéder à une révision de la Constitution, indispensable à la délégation de cette activité de police. Si l'exercice de la mission de police par des personnes privées est autorisé, la question est comment l'autoriser. Alors comment l'autoriser? C'est finalement pas très simple. L'élément commun, la notion de profession réglementée est très disparate, une notion qu'on pourrait dire assez nébuleuse, mais ce qu'on peut dire de manière générale, et c'est le critère qu'on retient le plus souvent, c'est que le caractère commun de toutes les professions réglementées, c'est la régulation de l'accès à la profession. Eh bien, rien de plus simple. Réglementons l'accès à la profession de super-héros. Par quoi? Par la détention d'une carte professionnelle. Carte professionnelle qui serait délivrée à l'issue d'une formation, évidemment de plusieurs mois, qui viendrait sanctionner un certain niveau de responsabilité de l'intéressé. Alors, on pourrait même prévoir que la carte professionnelle viendrait réguler le champ géographique d'intervention du titulaire de la carte professionnelle, par exemple, uniquement une aire urbaine, voire, pourquoi pas, des autorisations de survol à certaines altitudes et pas à d'autres. Il faut aussi penser au plan de circulation. Imaginons qu'un être doté de super-pouvoirs vienne troubler la circulation aérienne. La création de cette profession réglementée exige également l'institution d'une autorité de contrôle. Alors cette autorité de contrôle, elle est indispensable puisque c'est évidemment elle qui va délivrer les autorisations d'exercice, mais c'est aussi elle qui va sanctionner la mauvaise utilisation des super-pouvoirs. Et on pourrait penser en ce sens à l'institution d'une déontologie des super-héros qui viendrait évidemment être sanctionnée par cette autorité de régulation, alors j'avais pensé au respect de l'intégrité physique et matérielle des personnes et des biens, de la propriété, le respect de la vie privée des individus, ou encore l'interdiction d'utiliser les super-pouvoirs à des fins personnelles. La création d'une personne publique sui generis me paraît indispensable en la matière, et on a un modèle qui existe déjà avec le Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS. Il suffirait de créer un Conseil national des activités super-héroïques, charge au gouvernement de nous préciser sa composition. La régulation de l'activité exigerait enfin de s'intéresser à la liberté tarifaire des missions super-héroïques. Alors, on l'a déjà dit, l'exercice de super-pouvoir est le plus souvent opéré de manière totalement désintéressée, mais on trouve aussi dans la littérature américaine des êtres dotés de super-pouvoirs, des super-héros qui monnaient leur service. J'ai relevé par exemple, là j'ai un petit peu fouillé dans ma bibliothèque, Patriot dans Rising Stars, qui travaille pour une société privée, ou encore River dans No Hero, toujours de Warren Ellis. Et alors là, encore plus surprenant, on a parfois des individus qui vont monnayer leurs services directement auprès des individus. Je pense aux Heroes for Hire, et notamment qui sont composés de Luke Cage et de Iron Fist. Nous verrons bien ce qu'en feront les producteurs Netflix, puisque les deux séries ont prévu de s'intéresser à ces personnages. Alors il faudra bien savoir s'ils pourront facturer librement leurs interventions, quid de la concurrence, et surtout quid de la libre concurrence, puisque la création d'une telle profession réglementée posera nécessairement la question de son accès vis-à-vis des ressortissants communautaires. Et oui, et là la situation est très délicate. Que pourrait dire l'État français si Captain Slovénie ou la Sentinelle irlandaise souhaitaient arrêter les criminels français sur le territoire français? Eh bien, a priori, pas grand-chose, puisque une telle discrimination dans l'entrée dans la profession ne serait contraire au traité communautaire. Alors, à l'issue de cet exposé, vous vous dites sans doute que mon esprit a beaucoup trop divagué et que je me suis éloigné de la rigueur exigée d'un universitaire, mais évidemment, j'avais un tout petit peu préparé cette intervention et j'avais lu cette phrase de Umberto Eco qui m'avait beaucoup plu et que je me permets de vous partager. N'est-il pas naturel que le jouisseur cultivé, qui dans ces moments de tension intellectuelle attend du tableau informel ou du texte sériel qu'il stimule son intelligence et son imagination, aspire lui aussi, dans ses heures de détente et d'évasion, salutaires et indispensables, au faste de la paresse infantile et demande aux produits de consommation courante de l'apaiser par une orgie de redondance. Alors je peux vous dire que cela m'arrive
Et je tiens à vous remercier parce que j'ai enfin pu concilier mes deux passions.